J'ai demandé, donc effectivement, je suis gastroentérologue et impliqué en nutrition clinique depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai la chance et le plaisir de travailler à Erasme et à Bordeaux. Alors, il y a des enjeux, hein, quand on parle de cancer, on doit également parler de nutrition, chose qui est trop peu souvent un sujet de préoccupation, que ce soit du côté des soignants, que ce soit du côté des patients ou des familles. Alors, dia suivante. Donc, quelques chiffres pour situer le problème. Il y a en Belgique un registre national des cancers. Vous voyez qu'en sont des chiffres impressionnants. En 2023, 77 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Les plus fréquents, c'est connu, sein, prostate, poumon, le côlon arrivant juste derrière. Et alors, on constate qu'il y a des cancers qui sont en augmentation, comme les cancers de la peau, cancer du foie, du pancréas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit la survie à 5 ans des cancers, elle est bonne, puisqu'il y a plus de 90% qui vont survivre à 5 ans. Certains vont évidemment décéder plus tard. Ce qui est également important dans ces chiffres, c'est que vous voyez qu'il y a une grande majorité des patients, pour les femmes 70%, pour les hommes 80%, qui vont développer un cancer au-delà de l'âge de 60 ans. Donc, ça veut dire que ces patients, ces personnes sont déjà un peu plus à risque d'avoir un degré de dénutrition. Et donc, on va leur cumuler 2 facteurs de risque, l'âge et le cancer lui-même. Dia suivante. Alors, il y a également un chiffre qui est un peu interpellant, c'est que pour les patients en général, les patients cancéreux, près de 80% d'entre eux vont à un moment donné développer un degré de dénutrition plus ou moins important, donc une perte de poids, une perte d'appétit, soit au début du diagnostic, soit pendant les traitements, pendant les chirurgies, pendant les chimiothérapies. Et parmi les patients qui vont décéder de leur cancer, eh bien, on constate que 20% d'entre eux, la cause directe du cancer, c'est la cachexie, la dénutrition. Dia suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la dénutrition? Ici, j'ai repris une définition qui est reprise dans la littérature médicale, qui a été proposée par un collègue anglais, Marinos Elia. Donc, la dénutrition, c'est un état nutritionnel dans lequel il y a un déficit en énergie, en protéines et en nutriments, donc vitamines et oligo-éléments. Alors, dia suivante, ce déficit donc en énergie va avoir un impact sur différents organes qui vont moins bien fonctionner. Dia suivante, et comme différents organes fonctionnent moins bien, eh bien, ça va avoir un effet sur le pronostic clinique de la personne, du patient. Donc ça, c'est vraiment la définition de la dénutrition. Et j'insiste sur cette définition parce qu'elle n'est pas toujours bien connue du grand public ou même des médias. Dia suivante. Alors, ici, vous avez une dia qui reprend les causes générales de la dénutrition. Ça peut être un manque d'apport, parfois des régimes qui ne sont pas validés, perte d'appétit, des difficultés de mastication chez des personnes âgées, dépression, anxiété, des difficultés socio-économiques. L'isolement est un phénomène très important. Effectivement, manger seul à la maison, ça n'est pas très agréable. L'alcoolisme chronique, bien entendu après l'hospitalisation, ou alors, il faut signaler également le vieillissement qui va intervenir lui-même. Je dirai un mot dans une minute. Alors, dia suivante. À côté de ces causes générales, vous avez également des causes spécifiques au milieu hospitalier. Quand il y a une maladie sous-jacente type cancer ou une maladie inflammatoire chronique. Donc, pendant une hospitalisation, évidemment, il y a des investigations, on doit rester à jeun, il y a des médicaments, et puis on est isolé, il y a une certaine anxiété. Dia suivante. Donc, tout ça se cumule aux causes générales. Alors, ici, ce petit graphique montre ce qui se passe très souvent. Donc, vous avez un patient âgé, enfin, au-dessus de 65 ans, il est chez lui, il a une intervention, il va perdre du poids, il retourne chez lui, puis il fait une infection, et ainsi de suite. Il y a un escalier, et finalement, à chaque fois qu'il y a un événement médical, soit d'hospitalisation, soit d'infection, soit de traitement, il perd du poids, il va en reprendre, mais pas au même niveau. Et donc, à un moment donné, la personne va se retrouver
avec une perte d'autonomie. Dia suivante. Alors, il y a, à côté de la dénutrition, il y a un autre concept que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Ça n'est pas très connu. La sarcopénie, c'est un peu différent de la dénutrition. La définition, c'est une perte de masse musculaire avec une diminution de la force musculaire. Et en fait, une sarcopénie, c'est comme si le muscle, vous avez une diapositive qui montre sur un scanner, une coupe d'un scanner, vous voyez le muscle qui s'atrophie, qui a une infiltration graisseuse. Alors ça, c'est un phénomène un peu physiologique qu'on voit avec l'âge. Et il faut essayer d'entretenir une activité physique pour lutter contre cette sarcopénie. Mais quand évidemment il y a une maladie, la maladie peut elle-même intervenir dans cette perte de masse musculaire et de force musculaire. Alors vous voyez ici que cette sarcopénie, évidemment, va diminuer les capacités physiques, la mobilité d'un patient et augmente le risque de chute, entre autres. Dia suivante. Alors, il y a aussi un point que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Donc, ce sont des patients souvent âgés qui ont un morphotype obèse, donc on pense qu'ils sont plutôt bien nourris, et en fait, c'est pas du tout là. Ils ont une masse grasse qui est importante, mais une forte diminution de leur masse musculaire. Et donc, ils ont une diminution, comme on le voit sur ces diapositives. Ce monsieur ne sait plus se lever lui-même de son siège, il a besoin d'aide. Et donc là, c'est typiquement… Or, c'est important parce que souvent, ça peut masquer ce problème de perte de masse musculaire, le fait d'avoir un morphotype plutôt obèse. Dia suivante. Alors, la dénutrition, évidemment, je vous ai dit, c'est très fréquent, mais elle va être plus ou moins sévère en fonction du type de cancer. Et les cancers les plus à risque, ce sont les cancers du tube digestif et les cancers tête et cou, qui sont les cancers, évidemment, qui, d'une part, créent le plus d'anorexie et vont, évidemment, empêcher le patient de manger. Et donc, attention, il y a deux petites cases. Attention, l'obésité est un facteur de risque pour plusieurs types de cancers, notamment pour le cancer du côlon. Et également, certains traitements peuvent provoquer une prise de poids, mais qui est une prise de masse grasse. Diapo suivante. Alors, dénutrition et cancer, bon, mais comme je vous l'ai déjà signalé, un patient cancéreux dénutri avec un degré de sarcopénie, parce que les deux peuvent se combiner, augmente la morbidité, on tolère moins bien les traitements, il y a une qualité de vie qui n'est pas bonne, un syndrome de fatigue chronique, et c'est trop souvent sous-estimé quand on est pris en charge. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en considération par les soignants et par les patients eux-mêmes. Dia suivante. Alors oui, quelques chiffres rapidement. Dia suivante, une enquête faite en Belgique. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Vous voyez le NRS 2002. Donc, là, c'est pour dire que lorsqu'on évalue un patient, eh bien, au début du diagnostic, quasiment 50% des patients présentent des signes de dénutrition, le 54%. Mais vous voyez le physicien en dessous, 16%. Ça, c'est les soignants, ce qu'estime le médecin. Donc, si on le fait systématique, on va passer à côté, si je puis dire simplement, de ce risque de dénutrition ou de signe d'alarme, une perte de poids, une perte de masse musculaire et ainsi de suite. Dia suivante. Et dans cette même étude, vous voyez le plan nutritionnel, vous voyez que seulement dans 9% des cas, 9,8% des cas, il y a eu des conseils nutritionnels qui ont été en Europe et dans le monde. C'est le fait que on n'est pas assez attentif à ce problème dès le début. Dia suivante, on avance. Donc, voilà, en pratique, comment détecter? Il faut un dépistage, poser quelques questions simples. Vous voyez le petit logo à côté, vous perdez du poids, vous perdez de l'appétit, vous avez moins de force. Ça, c'est ce que Bionka a essayé de faire passer comme message. Quelques questions simples permettent déjà de dépister une dénutrition qui va s'installer, mais il faut que tous les soignants, tous les patients eux-mêmes, les proches, soient sensibilisés, parce que s'il y a une dénutrition qui s'installe, il faut intervenir rapidement et ne pas attendre que le patient ait perdu 15 ou 20 kilos.
Dia suivante. Alors, donc, dépistage précoce, donc quelques questions, et puis il y a des questionnaires un peu plus précis qui sont faciles à réaliser, qui font une évaluation nutritionnelle plus précise. Dia suivante. Voilà, ça, on tient compte actuellement, sont des critères qui sont reconnus maintenant par les communautés internationales, par les sociétés scientifiques. Il y a la perte de poids involontaire, l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qu'on appelle souvent BMI en Belgique, et la diminution de la masse musculaire. Il y a différentes méthodes pour l'évaluer. Et puis, diminution de la prise alimentaire ou une maladie inflammatoire présente. Et donc, s'il y a un critère dit phénotypique à gauche de la dia et un critère étiologique positif, on considère que le patient est dénutri. Et donc là, il faut évidemment enclencher une stratégie nutritionnelle. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Vous voyez cette courbe pour vous dire que c'est une étude faite en Chine, mais sur un nombre très important de patients atteints de cancer digestif. Donc les patients qui étaient considérés comme dénutris selon les critères que je viens d'évoquer, avaient un pronostic de survie qui était moins bon que les patients qui étaient normonutris. Donc, cette étude, en utilisant ces critères, confirme l'importance de tenter d'enrayer, si je puis dire, le phénomène de dénutrition. Dia suivante. Donc, si le patient présente ces symptômes, souvent, un patient qui va se présenter avec des symptômes qui va amener au diagnostic de cancer, très souvent, il y a déjà des pertes de poids importantes. Et donc là, il faut une intervention nutritionnelle dont Céline Van Dondal va vous parler dans un instant. Dia suivante. Il faut bien entendu travailler en équipe. Et donc, actuellement, de plus en plus en Belgique, les COM, comme on appelle les groupes de onchirénistes, les oncologues, les chirurgiens, les radiothérapeutes et ainsi de suite travaillent ensemble. Mais il faut que les diététiciennes, que les nutritionnistes, les médecins impliqués dans ce domaine soient impliqués, ça doit être pluridisciplinaire. Et puis, il y a différentes étapes de prise en charge nutritionnelle dont Céline va vous parler, des conseils diététiques adaptés. Il faut tenir compte évidemment parfois d'autres pathologies, comme l'hypertension, des problèmes cardiaques. On peut passer alors des compléments nutritionnels oraux et il y a alors des méthodes un peu plus sophistiquées, nutrition par sonde ou des nutritions parentérales. La nutrition parentérale, c'est vraiment quand le tube digestif ne fonctionne plus. Donc, c'est dans des cas très limités. Et si possible, la prise en charge nutritionnelle doit toujours encourager à garder une activité physique adaptée. Il faut bien entendu tenir compte des capacités physiques du patient, de son âge, pour lui proposer au moins de bouger. Actuellement, on parle de bouger plutôt l'activité physique. Il faut encourager les patients à essayer de maintenir une certaine activité.